Certains films ne sont que des films. Et puis, il y a La Mélodie du Bonheur. Ce n'est pas juste un film, c'est un mastodonte culturel qui résonne dans nos têtes depuis des décennies. Mais malgré ses collines parfaites et son charme chantant, les histoires en coulisses sont loin d'être irréprochables. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est vraiment passé quand Julie Andrews tournait sur cette montagne, ou pourquoi les Autrichiens n'ont pas exactement déroulé le tapis rouge? Disons simplement que la véritable histoire chante un air très différent. Edelweiss n'est pas ce que vous pensez. Vous l'avez entendu lors de mariages, de concerts scolaires, même lors de rassemblements politiques. Edelweiss semble faire partie de l'âme de l'Autriche depuis toujours. Mais voici le retournement. Ce n'est pas du tout une chanson folklorique. Elle a été écrite en 1959 par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein pour la comédie musicale de Broadway dans le seul but de ressembler à un vieux chant alpin. L'illusion a si bien fonctionné que même Robert Wise, le réalisateur du film, a cru qu'elle était authentique pendant un certain temps. La vérité n'a pas empêché les Autrichiens de l'adopter. À ce jour, beaucoup la chantent comme si c'était une tradition séculaire. Hammerstein est mort peu après l'avoir terminé, en faisant son dernier cadeau lyrique au monde. Ce fait doux amer donne au ton d'adieu de la chanson une profondeur émotionnelle plus intense. La beauté d'Edelweiss ne réside pas seulement dans sa mélodie, mais dans la façon dont elle a trompé le monde en lui faisant croire qu'elle avait toujours existé. Hollywood n'a pas seulement emprunté la culture ici, il l'a créée de toutes pièces et l'a d'une certaine manière rendue au pays d'où il prétendait venir. Ce n'est pas seulement une bonne écriture de chansons, c'est un tour de passe-passe culturel à son meilleur. La vraie Maria fait une apparition. La plupart des biopics n'ont pas l'occasion d'intégrer leur sujet réel directement dans l'action, mais La Mélodie du Bonheur l'a fait. La véritable Maria von Trapp apparaît pour un bref instant pendant la scène I Have Confidence. Vêtue d'un manteau et d'un chapeau, elle passe devant Julie Andrews en poussant une de ses filles, Rosemary, dans une poussette. Il n'y a pas de grande introduction, pas de pause, juste un moment décontracté à la fois surréaliste et étrangement intime. Pour Maria, cela a dû être une expérience étrange de traverser la version hollywoodienne de sa propre vie, tandis qu'une actrice jouait son double plus raffiné et plus musical. Pour les spectateurs qui la remarquent, c'est un clin d'œil amusant, une poignée de main silencieuse entre la vraie femme et son homologue cinématographique. C'est aussi un rappel que derrière toute la musique grandiose et les paysages parfaits, il s'agissait d'une histoire ancrée dans la réalité. Même si le film a pris des libertés avec les faits, ce bref caméo donne à Maria le dernier mot. Elle est là, elle l'a vécu, et elle en sourit, même si Hollywood a réécrit quelques chapitres en cours de route. Le renversement d'hélicoptère. Ce plan d'ouverture de Maria tournoyant joyeusement au sommet d'une montagne. Magnifique, emblématique, complètement misérable à filmer. L'équipe a utilisé un hélicoptère pour capturer le plan aérien panoramique, s'approchant de près pour un effet dramatique. Le problème? Les rafales de l'hélicoptère ne sont pas douces. Chaque fois que l'appareil passait au-dessus, Julie Andrews était projetée dans l'herbe par un mur de vent. Elle se relevait, remettait ses cheveux en place et essayait à nouveau, seulement pour être renversée au passage suivant. Et ce n'était pas une situation qui se réglait en une seule fois. Ils ont répété le processus encore et encore, jusqu'à obtenir la prise parfaite. À la fin, Andrews était trempée, brûlée par le vent, et plus qu'un peu irritée. Pourtant, en regardant le film, on ne soupçonnerait jamais le chaos derrière la caméra. À l'écran, c'est de la pure joie, une femme embrassant les collines comme si elles étaient de vieilles amies. Hors écran, c'était une bataille avec la nature, la machinerie et une persévérance pure. C'est ça, la magie du cinéma. Parfois, les moments les plus sereins naissent d'une folie absolue. Et dans ce cas, les collines étaient vivantes, mais elles essayaient aussi de souffler la star directement en Bavière. Le plan d'évasion de la guerre froide. Cela ressemble à de la satire, mais c'est vrai. La Mélodie du Bonheur faisait partie de la stratégie officielle de morale de la Grande-Bretagne pendant la guerre froide. En cas d'attaque nucléaire, la BBC avait une liste de programmes, de discours et de musique prêts à être diffusés pour maintenir le moral alors que le monde faisait face à un désastre inimaginable. Sur cette liste figurait la bande originale du film. Oui, quelqu'un croyait vraiment qu'un extrait de Do Re Mi ou Climb Every Mountain pouvait aider le public à rester calme sous des nuages en forme de champignons. Ce n'était pas une question de prétendre que tout allait bien, c'était de rappeler aux gens la beauté et la joie, même en des temps sombres. Le fait que la Mélodie du Bonheur ait figuré sur cette liste en dit long sur la manière dont elle s'était profondément enracinée dans la culture mondiale. Pour les planificateurs britanniques, ce n'était pas juste un film, c'était une bouée de sauvetage.
Ligne d'optimisme, emballée dans des mélodies chantables et des collines ondulantes. Des décennies plus tard, l'idée semble toujours surréaliste. Les mêmes chansons qui faisaient gambader les enfants à l'écran faisaient autrefois partie d'une liste de lecture apocalyptique. C'est la preuve que, même si les gouvernements ne sont pas toujours d'accord sur la politique, ils peuvent s'accorder sur une chose. Julie Andrews rend la vie plus agréable, la scène du bateau qui a failli mal tourner. Dans le film, la scène est pur charme. Maria et les enfants font de trappe ramant sur le lac, basculant dans l'eau dans un éclat de rire. Mais la réalité était bien moins adorable, surtout pour Kim Karat, la fillette de 7 ans qui jouait Gretel. Il y avait juste un problème. Elle ne savait pas nager. Le plan était simple. Quand le bateau basculerait, Julie Andrews la saisirait immédiatement. Mais par un coup de malchance, Andrews est tombée du côté opposé. Cela a laissé Heather Menzies, qui jouait Louisa, tirer Kim en sécurité pendant que les caméras tournaient. Karat a fini par avaler beaucoup d'eau et était visiblement secoué. Pourtant, dans le montage final, le moment ressemble à une farce inoffensive. C'est l'une de ces histoires en coulisses qui vous fait voir la scène différemment. Vous réalisez combien de confiance et de risques sont impliqués lorsqu'on travaille avec des enfants, de l'eau et des costumes lourds. La scène fonctionne magnifiquement à l'écran parce que personne n'a été blessé, mais c'est aussi un rappel que des accidents peuvent survenir, même dans les moments de cinéma les plus idylliques. Les collines étaient peut-être vivantes, mais ce lac a failli transformer l'un des moments les plus doux du film en désastre. Lumière, caméra, bruit de framboise. À l'écran, la scène de quelque chose de bien est baignée de lumière douce et d'énergie romantique. Maria et le capitaine confessant leurs sentiments dans un kiosque, encadré par le clair de lune. Hors écran, pas tellement. Les lumières du studio faisaient des bruits étranges, comme des framboises, en chauffant. Imaginez, essayez de vous ouvrir à un costard alors qu'on dirait que quelqu'un souffle dans un ballon en arrière-plan. Julie Andrews et Christopher Plummer ne pouvaient pas garder leur sérieux, ruinant prise après prise avec des éclats de rire. Finalement, l'équipe a dû faire preuve de créativité. Ils ont décidé de tourner la scène en silhouette, cachant le fait que les acteurs essayaient désespérément de ne pas rire. Ce choix stylistique a fini par rendre la scène plus romantique que prévu. Les silhouettes ombragées contre le fond lumineux lui ont donné une qualité intemporelle. C'est l'un de ces rares moments où un problème technique impose une solution créative, et la solution s'avère meilleure que le plan initial. Ainsi, tandis que le public voit de la passion et de la tendresse, la vérité est que la romance était accompagnée de rires à peine contenus. Le capitaine a failli avoir un visage très différent. Le capitaine Von Trapp de Christopher Plummer est un parfait équilibre entre autorité sévère et chaleur discrète. Mais il était loin d'être la seule option du studio. Avant qu'il ne soit choisi, le rôle a été envisagé pour Bing Crosby, Yul Brynner, Sean Connery et Richard Burton. Imaginez Crosby chantant Edelweiss avec son style doux et mélodieux, ou Brynner donnant des ordres avec l'intensité du roi et moi. Chacun aurait apporté une énergie complètement différente. Celle de Crosby aurait été plus douce, celle de Brynner plus autoritaire, celle de Connery peut-être plus audacieuse. Plummer lui-même n'était pas enthousiasmé par le rôle, le qualifiant apparemment d'ennuyeux et acceptant principalement en raison des lieux de tournage en Autriche. Mais au fur et à mesure de la production, il a façonné le capitaine en quelque chose de plus complexe, un homme qui commence comme un discipliné rigide et finit comme un père dévoué et aimant prêt à tout risquer. Avec le recul, il est impossible d'imaginer quelqu'un d'autre apportant ce mélange de détachement froid et de transformation sincère. Parfois, le choix de casting parfait n'est pas celui qui était l'idée première de quiconque, pas même de l'acteur. Les enfants n'étaient pas les seuls à être doublés. Le doublage est une tradition à Hollywood, mais la plupart des gens supposent qu'il est réservé aux enfants acteurs ou aux non-chanteurs. Dans La Mélodie du bonheur, cela allait plus loin que vous ne le pensez. Les enfants Von Trapp chantaient leur partie, mais leur voix était mélangée avec celle de chanteurs adultes pour donner plus de plénitude au son. Et Christopher Plummer ? Cette interprétation émouvante de Edelweiss n'est pas la sienne. C'est le chanteur de playback professionnel Bill Lee. La voix parlée de Plummer transmet l'émotion, mais le chant réel a été fait par quelqu'un d'autre entièrement. Ce n'était pas inhabituel pour les comédies musicales de l'époque, où les studios voulaient des performances vocales parfaites sur la bande sonore. Pourtant, c'est un peu ironique que l'un des moments musicaux les plus émouvants, un homme chantant son amour pour sa patrie, présente une voix que les propres enfants du personnage dans la scène n'ont jamais entendue. À l'écran, l'illusion est
est impeccable, et c'est le but. Le public y croit. L'émotion passe, et personne ne repart en pensant. Ce n'était pas lui. La magie du cinéma, après tout, concerne autant ce que vous ne remarquez pas que ce que vous remarquez. Salzbourg n'était pas exactement en fête. Pour un film qui faisait pratiquement office de publicité touristique pour Salzbourg, les habitants étaient étonnamment peu impressionnés. Lorsque La Mélodie du Bonheur a été présentée en première dans la ville, il n'est resté à l'affiche que 3 jours avant de disparaître des cinémas. De nombreux Autrichiens l'ont rejeté comme étant trop sentimental et historiquement inexact, surtout dans sa représentation de l'Autriche dans les années précédant les nazis. Annexion. Pour eux, cela ressemblait à une version américanisée des événements, une fantaisie parfaite de cartes postales ayant très peu à voir avec la réalité. Les Von Trapp étaient réels, oui, mais le ton et la présentation ne reflétaient pas les complexités de l'époque. Ironiquement, alors que Salzbourg a initialement fait la fine bouche, le reste du monde a embrassé le film avec tant de passion que la ville n'a finalement eu d'autre choix que de s'y plier. Aujourd'hui, Salzbourg est l'une des principales destinations mondiales du tourisme cinématographique, avec plus de 300 000 visiteurs, venant chaque année spécifiquement pour les visites de La Mélodie du Bonheur. En 1965 cependant, les collines étaient peut-être vivantes, mais les habitants étaient plus enclins à lever les yeux au ciel qu'à chanter. C'est un cas classique de « on ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce que les touristes commencent à arriver avec des portefeuilles en main ». L'évasion en montagne qui n'a jamais eu lieu. Le climax du film, Maria, le capitaine et les enfants traversant les Alpes vers la liberté, est un pur drame hollywoodien. C'est une fin visuellement époustouflante, pleine de courage et d'espoir. Le problème? Cela n'est jamais arrivé. En réalité, les Von Trapp ont simplement pris un train pour l'Italie et se sont rendus à Londres avant d'arriver finalement aux États-Unis. Géographiquement, s'ils avaient vraiment gravi ces montagnes, ils se seraient retrouvés en Allemagne, ce qui aurait été une très mauvaise idée en 1938. Les cinéastes ne se souciaient pas de la cartographie. Ils voulaient une conclusion palpitante et émotive, et escalader une montagne a parfaitement répondu à cela. C'est l'un de ces moments de cinéma où l'exactitude passe au second plan par rapport au spectacle. La vérité était peut-être un voyage en train tranquille, mais à l'écran, vous obtenez une métaphore visuelle de l'évasion, de la résilience et du renouveau. Pour des millions de spectateurs, c'est la version de l'histoire qu'ils se souviendront toujours. Parfois, l'histoire que nous voulons croire est celle qui reste dans nos têtes, même si la carte dit le contraire. Max Detweiler n'a jamais existé. Max Detweiler, l'ami de la famille charmant et spirituel qui aide les Von Trapp à naviguer dans leur carrière musicale, est l'un des personnages secondaires les plus mémorables du film. Mais dans la réalité, il n'a jamais existé. Le véritable directeur musical des Von Trapp était le révérend Franz Wassner, un prêtre catholique qui voyageait avec la famille lors de leur tournée. Bien qu'il ait eu une influence significative sur leur musique, sa personnalité ne se prêtait pas exactement à des plaisanteries ludiques ou à des manœuvres politiques subtiles. Hollywood l'a remplacé par Max, un personnage qui pouvait apporter un soulagement comique, ajouter de la tension quant à savoir si la famille chanterait au festival et servir de lien entre les Von Trapp et le monde extérieur. C'est un exemple classique de la façon dont les cinéastes modifient l'histoire pour correspondre à l'histoire qu'ils veulent raconter. Les spectateurs sont tombés amoureux du charme et de l'esprit de Max, même si son homologue réel était plus discret. En fin de compte, Max a rempli son rôle. Il a donné l'impression que le monde des Von Trapp était plus vaste et plus connecté à l'époque, même s'il était purement une création du scénario. Le marathon scénique de Do-Ré-Mi. Le montage de Do-Ré-Mi ressemble à une joie pure et sans filtre. Maria et les enfants dansant, sautant et chantant à travers les plus beaux endroits de Salzbourg. À l'écran, cela se déroule comme un après-midi ensoleillé de plaisir insouciant. En réalité, cela a été filmé sur plusieurs jours, à des endroits dispersés à des kilomètres de distance. La séquence a nécessité une planification minutieuse pour maintenir la continuité des costumes et la cohérence de la chorégraphie. Un moment, il filmait dans les jardins de Mirabel, le suivant sur un sommet de montagne, puis dans une prairie. Le temps était un autre défi. Le soleil éclatant dans une prise devait correspondre à l'éclairage et aux images filmées par temps couvert. C'était un casse-tête logistique, mais le résultat final est si homogène que vous ne soupçonneriez jamais qu'il a été assemblé à partir de tournages séparés. Le montage servait également un but narratif. Ce n'était pas juste un numéro musical, c'était une représentation visuelle de Maria gagnant l'affection des enfants et brisant les barrières dans le foyer strict du capitaine. L'effort derrière la caméra a porté ses fruits. Do-Ré-Mi est devenu l'une des séquences les plus durables du film, souvent recréée par des touristes.
les touristes visitant les mêmes endroits. C'est un rappel que la magie du cinéma nécessite souvent bien plus de patience et de planification que le plaisir sans effort qu'elle projette. Un parcours record. La Mélodie du bonheur n'était pas seulement un succès, c'était un phénomène. Lorsqu'il est sorti en 1965, il a été diffusé en continu dans les cinémas américains pendant 4 ans et demi. Ce n'est pas une faute de frappe. Plus de 4 ans de personnes achetant des billets pour voir le même film. C'était avant la vidéo à domicile ou le streaming. Si vous vouliez voir Julie Andrews tourner sur cette montagne, vous deviez retourner au cinéma. À la fin de l'année 1966, il avait dépassé Autant en emporte le vent pour devenir le film le plus rentable de tous les temps, conservant ce titre pendant des années. Une partie de sa longévité venait du bouche à oreille. Les familles amenaient des amis, les amis amenaient des voisins, et cela devenait une sorte de tradition annuelle. Dans certaines villes, les cinémas organisaient même des séances chantantes des décennies avant que cela ne devienne un événement formel. L'emprise culturelle était massive, et son succès commercial a prouvé que les comédies musicales pouvaient encore dominer le box-office à une époque où d'autres genres prenaient le dessus. Dans un monde où la plupart des films disparaissent après quelques mois, la Mélodie du bonheur a établi un standard d'or pour ce que signifie vraiment durer. Explosion du tourisme à Salzbourg. Pour une ville qui, au départ, a haussé les épaules face à la Mélodie du bonheur, Salzbourg a certainement appris à en tirer profit. Une fois que les publics internationaux sont tombés amoureux du film, le flot de visiteurs curieux s'est transformé en déluge. Aujourd'hui, plus de 300 000 touristes arrivent chaque année spécifiquement à cause du film. Des bus touristiques circulent quotidiennement, transportant les fans vers des lieux de tournage comme les jardins de Mirabel, le palais de Leopoldskron et le célèbre kiosque Say's Going On Day Set. Les hôtels proposent des forfaits sur le thème de « La Mélodie du bonheur » et les boutiques de souvenirs vendent de tout, des tasses Edelweiss au tablier Dirndl. Pour de nombreux visiteurs, retracer les pas de Maria est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. L'ironie ? De nombreux habitants de Salzbourg n'ont toujours pas vu le film du début à la fin, et certains restent indifférents à son charme, mais ils ne peuvent pas nier son impact. Le film a transformé leur ville en l'un des lieux de tournage les plus célèbres au monde. Ce qui a commencé comme une légère irritation face à une version américanisée de leur histoire est devenu une économie touristique qui ne montre aucun signe de ralentissement. Qu'ils l'aiment ou non, Salzbourg et la Mélodie du bonheur sont désormais à jamais liés, leur partenariat scellé par le flot constant de fans chantant Do Ré Mi dans les rues. Le dernier hurrah de Rodgers et Hammerstein. La Mélodie du bonheur était plus qu'une simple comédie musicale à succès. Elle marquait la fin d'une époque. Richard Rodgers et Oscar Hammerstein avaient été le duo de compositeurs le plus légendaire de Broadway, créant des classiques comme Oklahoma et Le Roi et moi. Mais au moment où ils travaillaient sur la Mélodie du bonheur, Hammerstein luttait contre un cancer de l'estomac. Il a terminé les paroles pour le spectacle, y compris Edelweiss, sachant que son temps était compté. 9 mois après la première à Broadway, il est décédé. Edelweiss est devenue la dernière chanson qu'il ait jamais écrite, un adieu doux amer, déguisé en tendre ode à une patrie. Pour le public, c'était un moment émouvant dans le film. Pour Rodgers, c'était la perte de son partenaire créatif et de son plus proche ami. L'adaptation cinématographique a immortalisé leur chant du cygne, en faisant l'une des comédies musicales les plus aimées de l'histoire. Cela donne à The Sound of Music une couche supplémentaire de signification. Ce n'est pas seulement le voyage des Von Trapp, c'est le dernier chapitre de l'un des plus grands partenariats du théâtre musical. Chaque note et chaque parole ressemblent à un adieu, rendant son succès à la fois triomphant et profondément poignant. Des critiques mitigées au début. Il est difficile d'imaginer maintenant, mais tout le monde n'était pas enchanté lorsque la Mélodie du bonheur est sortie en salle. Alors que le public l'a accueilli avec enthousiasme, les critiques étaient plus partagées. Certains l'ont rejeté comme étant trop sucré, frôlant le sirupeux, le New York Times l'ayant célèbrement qualifié de « proche du mensonge enrobé de sucre que les gens semblent vouloir avaler ». D'autres se sont plaints de sa longueur, disant qu'il semblait indulgent. Mais tandis que les critiques rédigèrent des critiques sarcastiques, le public votait avec son portefeuille, et il a voté massivement en faveur. Le fossé entre la réception critique et l'opinion publique est devenu l'une des histoires marquantes du film. En fait, son énorme succès au box-office, malgré des critiques mitigées, est désormais considéré comme un exemple classique de la sous-estimation par les critiques de la longévité d'un film réconfortant. Au fil du temps, même les sceptiques se sont adoucis, avec de nombreux critiques modernes reconnaissant l'artisanat, les performances et l'attrait émotionnel qui ont rendu le film intemporel. C'est la preuve que parfois le public sait exactement ce qu'il veut, et qu'aucune quantité d'encre déversée dans la section art
peut les empêcher de l'obtenir. La réaction des vrais Von Trapp. Lorsque la famille Von Trapp a vu la version hollywoodienne de leur vie, ils étaient amusés, pour le moins. Ils ont apprécié la popularité du film et l'intérêt renouvelé pour leur musique, mais ils ont rapidement souligné les différences entre la réalité et la fiction. Par exemple, Maria n'était pas la gouvernante timide dépeinte au début du film. Elle était bien plus confiante et déterminée dès le départ. La famille n'a pas non plus fui par les montagnes, et leur carrière musicale a évolué différemment de ce qui est montré à l'écran. Ils reconnaissaient tout de même que le film n'était pas censé être un documentaire. C'était du divertissement. Ils ont même participé à des événements promotionnels et ont rencontré Julie Andrews, qui les a conquis par son charme. Au fil des années, ils ont admis que bien que le film ait pris des libertés, il a capturé l'esprit de famille, de résilience et d'amour pour la musique qui définissait leur vie réelle. Et finalement, le film a rendu leur nom synonyme de joie pour des millions de personnes à travers le monde, ce qui est un héritage qu'ils ont adopté. Un titre initial voué à l'échec. Avant que la mélodie du bonheur ne devienne le titre que nous connaissons tous, il y a eu des discussions initiales sur l'idée de lui donner un nom différent pour la sortie du film. Certains ont suggéré de rester plus proche du marketing de la version scénique, tandis que d'autres ont joué avec des phrases entièrement nouvelles destinées à évoquer la romance ou l'aventure. Heureusement, le studio a réalisé que le titre original était déjà parfait. Il était descriptif, mémorable et lié directement à la phrase la plus célèbre du film. Le changer aurait été un cauchemar marketing, surtout avec la bande originale destinée à être un succès. Garder le titre a également permis au film de s'appuyer sur son identité musicale dès le départ, garantissant que le public savait exactement à quoi s'attendre. Des mélodies envoûtantes, des paysages grandioses et une histoire racontée en chanson. Parfois, la meilleure décision à Hollywood est de ne pas trop réfléchir. Et dans ce cas, garder The Sound of Music a aidé à cimenter sa place dans l'histoire de la culture pop. Imagine essayer de vendre ce film sous un autre nom. Cela ne chanterait tout simplement pas. La dernière chanson que Hammerstein ait jamais écrite. Edelweiss n'est pas seulement un favori des fans, c'est un adieu. Écrite spécifiquement pour la version Broadway de The Sound of Music, elle s'est avérée être la dernière chanson qu'Oscar Hammerstein ait jamais écrite avant sa mort en 1960. Sachant que sa santé déclinait, Hammerstein a insufflé une poignante douceur dans les paroles, créant un adieu intime déguisé en chanson d'amour pour une patrie. C'est doux, mélancolique et plein de nostalgie, des qualités qui lui donnent un double sens pour quiconque connaît l'histoire. Bien que le sentiment de la chanson convienne parfaitement au capitaine Von Trapp dans le spectacle et le film, son véritable poids émotionnel vient du fait qu'il s'agissait du chant du cygne de Hammerstein après des décennies à façonner le théâtre musical américain. Richard Rodgers a dit plus tard qu'au moment où il a entendu la chanson terminée pour la première fois, il savait que c'était quelque chose de spécial. Des décennies plus tard, Edelweiss reste l'un des chapitres de clôture les plus tendres de l'histoire de Broadway, faisant partie de l'ADN du film, et à jamais lié à la fin d'un partenariat légendaire. Pour le public, c'est une chanson sur l'Autriche. Pour les amateurs de théâtre, c'est une chanson sur les adieux. Les droits qui se sont échappés. Voici un rebondissement digne d'une intrigue hollywoodienne. La véritable Maria Von Trapp et sa famille ne sont pas devenues riches grâce au succès du film. Des années auparavant, elles avaient vendu les droits de leur histoire de vie à des producteurs allemands pour une somme modeste, bien avant que quiconque n'imagine que cela deviendrait un succès international. Au moment où l'histoire est arrivée à Broadway puis à Hollywood, les Von Trapp n'avaient aucun intérêt dans les bénéfices. Bien qu'ils aient certainement bénéficié de la publicité, l'énorme succès du film au box-office et le boom du merchandising ne se sont pas traduits par des gains pour eux. C'est l'une de ces histoires de mise en garde sur la vente de vos droits de vie trop tôt. Vous ne savez jamais quand votre modeste biographie pourrait devenir l'une des comédies musicales les plus rentables de tous les temps. Cependant, les Von Trapp exprimaient rarement de l'amertume. Pour eux, le film était davantage une question de partager l'histoire de leur famille que de courir après un gain financier. Et tandis qu'Hollywood récoltait les récompenses, l'héritage des Von Trapp est devenu immortalisé d'une manière qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. La mélodie du bonheur peut ressembler à un conte de fées parfait saupoudré de sucre, mais derrière chaque plan grandiose et chaque mélodie entraînante se cache un réseau de surprises, de coups de chance et de solutions ingénieuses. Des hélicoptères renversant Julie Andrews aux Autrichiens haussant les épaules face à un film que le monde adorait. C'est preuve que même les classiques les plus raffinés sont construits sur le chaos et la chance. Quel fait vous a pris par surprise? Partagez-le dans les commentaires et gardez les collines vivantes.